Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le jour de notre anniversaire n'est pas un jour funeste, mais un jour où nous apprécierons de trinquer avec vous. Donc, ça sera un jour heureux. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, en avril 2019, le Premier ministre m'a chargé d'une mission temporaire ayant pour objet la maîtrise du coût du foncier dans les opérations de construction. Après 7 mois de travail, j'ai remis la semaine dernière mon rapport au ministre chargé de la ville, Julien Denormandie. Je tiens tout d'abord à remercier les services de la Commission des affaires économiques d'avoir fait en sorte d'organiser la réunion de cet après-midi dans des délais très contraints, puisque c'était la semaine dernière la date de remise. Je souhaite en premier lieu vous dire un mot sur la genèse de cette mission. Celle-ci fait directement suite à la promulgation de la loi Élan, qui avait pour objectif principal de construire plus, mieux, moins cher, et d'améliorer le cadre de vie. Cette loi n'a en revanche abordé qu'à la marge l'enjeu de la régulation du prix du foncier. Au-delà de nos discussions et de nos échanges durant l'examen de ce texte, cette mission résulte aussi de mon engagement de longue date sur ces sujets, que ce soit en tant que conseil juridique et fiscal en gestion de patrimoine, qui était mon ancien métier, en tant qu'élu local adjoint maire de Toulouse, comme le rappelait le président, en charge des opérations de développement urbanistique et des cœurs de quartier, ou encore de président de la commission aménagement et politique foncière de la métropole toulousaine. Ces engagements sous diverses formes m'ont alerté au fil des années sur des pratiques ou des dispositifs pouvant engendrer un renchérissement des coûts du foncier ou présenter des effets d'aubaine et m'ont fait réfléchir sur de potentielles solutions pouvant y remédier. Je souhaite en deuxième lieu partager avec vous la méthode et la philosophie générale qui ont été les miennes tout au long de cette mission. Pendant 7 mois, j'ai réalisé plus d'une centaine d'auditions de l'ensemble des parties prenantes du secteur. J'ai souhaité ces auditions le plus larges possible afin d'avoir une vision et une compréhension globale de la problématique de la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction. C'est ainsi que j'ai auditionné les associations d'élus et de collectivités territoriales, mais aussi des services de l'État, d'un nombre important de ministères, des établissements publics, des bailleurs sociaux, des personnalités qualifiées, et enfin les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire les promoteurs, les constructeurs, les dépollueurs, les fédérations professionnelles, notaires, avocats, architectes, ou encore tout un tas de start-up. Au-delà de ces auditions, j'ai aussi reçu un nombre important de contributions écrites. Je me suis déplacé sur le terrain, au plus proche des enjeux abordés, notamment dans les villes de Rennes, de Lille et de Toulouse, qui connaissent des réalités diverses. Enfin, comme vous avez pu le remarquer, j'ai souhaité avoir dans ce rapport une analyse comparative européenne et internationale sur les enjeux fonciers et immobiliers, dont nous connaissons finalement assez peu l'état chez nos voisins. Vous retrouverez ainsi dans ce rapport des études de cas portant sur l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et finalement Singapour. J'en profite d'ailleurs pour remercier sincèrement et chaleureusement les services économiques de nos ambassades dans ces pays pour leurs apports extrêmement éclairants et pertinents. Vous l'aurez donc compris, ce rapport est véritablement le fruit d'une consultation auprès de plusieurs centaines de professionnels, 232 exactement, qui nous ont fait part de leurs problématiques et de leurs idées de solutions pour nos territoires métropolitains et d'outre-mer. J'ai été particulièrement marqué et honoré par l'intérêt que cette mission avait généré auprès de ses interlocuteurs et par la qualité des contributions orales et écrites qui m'ont été soumises tout au long de ces 7 mois de travail. Je vais désormais entrer dans le vif du sujet. Le défi qu'entend relever ce rapport est celui de la maîtrise des coûts du foncier afin de permettre de rendre plus de logements accessibles aux Français. La situation est critique, car le prix du foncier a augmenté de 71% en 10 ans, pendant que le prix de construction globale d'une maison a augmenté de 24%, occasionnant des difficultés pour de nombreux Français à se loger dignement et librement, notamment dans les zones tendues. Par ailleurs, le poids moyen du foncier dans le bilan d'une opération d'aménagement atteint régulièrement 30, 40, voire 50% dans les zones les plus tendues que sont la capitale, la région parisienne, les grandes agglomérations, les zones transfrontalières, mais aussi plus largement les villes et zones touristiques, particulièrement sur le littoral et la montagne, mais également les outre-mer. Le rapport que j'ai remis au gouvernement contient un total de 50 propositions de nature diverse, classées en 5 enjeux que je vais vous présenter. Le premier enjeu vise à casser l'engrenage de la hausse des coûts du foncier, que j'ai appelé l'engrenage infernal de la hausse. La mesure principale de ce premier enjeu est la limitation du recours à la vente aux enchères lors des cessions de foncier public par l'État, les collectivités territoriales et les entreprises et établissements publics. En effet, nous avons pu observer que les ventes aux enchères des terrains publics dans les zones tendues entraînent un renchérissement considérable et systématique du prix du foncier.
Régulièrement, j'ai eu à examiner et à donner des avis sur des ventes aux enchères sur la métropole de Toulouse, se concluant à 3 fois l'estimation initiale de départ. Cette spirale inflationniste est délétère pour 2 raisons principales. Premièrement, elle crée des références à la hausse dans les quartiers concernés par le biais de l'effet cliquet. Deuxièmement, elle engendre des programmes de faible qualité puisque les promoteurs ayant surenchéri pour obtenir le foncier doivent bien réaliser leur marge. C'est pourquoi je soumets l'idée de limiter ces ventes aux enchères et d'encourager autant que possible les concours à prix fixe et les cessions de gré à gré. Une autre mesure importante de ce chapitre est la création d'observatoires du foncier dans les zones tendues pour accroître la transparence au profit des élus locaux et des citoyens et objectiver les évolutions du prix du foncier. Au-delà de ces 2 mesures, je propose également de permettre aux élus locaux d'avoir accès à une expertise indépendante, complémentaire à celle des domaines, et de renforcer la dématérialisation et la transparence des données dans le secteur de l'immobilier. Le deuxième enjeu vise à libérer le foncier et à améliorer la constructibilité. Pour cesser les incitations à la rétention du foncier, je suggère de transformer le mode de calcul de l'imposition des plus-values immobilières en mettant fin au dispositif d'abattement en fonction de la durée de détention. En effet, la plus-value de cession est actuellement exonérée d'impôt sur le revenu des personnes physiques après 22 ans de détention et des prélèvements sociaux après 30 ans. De la même manière, pour améliorer la lisibilité et l'acceptabilité du dispositif, j'avance un alignement de ce taux d'imposition sur le taux de 30% du PFU appliqué pour les plus-values mobilières. Enfin, par mesure d'équité territoriale, je conseille que l'impôt sur les plus-values immobilières soit reversé aux communes ou de façon équitable entre communes et établissements publics de coopération intercommunale. Cette proposition résulte du simple fait que l'augmentation de la valeur des fonciers résulte principalement de décisions des collectivités territoriales, notamment à travers l'ouverture de la constructibilité, la viabilisation de certains quartiers, la mise en place de transports en commun ou d'équipements publics. Ensuite, j'ai souhaité mettre l'accent dans ce rapport sur l'accompagnement des élus dans leur politique du logement et d'aménagement du territoire. Près de la moitié des mesures que contient ce rapport ont été pensées pour replacer les élus locaux au cœur de l'acte de construire leur ville, en leur donnant des outils et des pouvoirs nouveaux et complémentaires pour mettre en œuvre leur stratégie d'intervention foncière. C'est ainsi qu'il me semble pertinent de permettre aux élus locaux d'avoir recours de manière plus aisée à la déclaration d'utilité publique pour constituer des réserves foncières. De même, je recommande de faciliter et de sécuriser pour les élus locaux le droit de préemption urbain lorsqu'une DIA a un prix manifestement exagéré, et de raccourcir et d'homogénéiser les procédures de biens vacants sans maître et de biens en état d'abandon manifeste. Ce rapport propose par ailleurs d'établir un lien direct et mesurable entre le plan local d'urbanisme, le plan local de l'habitat et la délivrance des permis de construire en rendant obligatoire la délibération annuelle en conseil municipal et en conseil communautaire sur l'état effectif de réalisation du PLH. Trop souvent, ce débat se fait dans le seul bureau du maire. Cette mesure vise donc à permettre un débat en conseil municipal sur l'adéquation entre le nombre de logements construits et l'évolution sociale et démographique de la ville. Ce rapport prône enfin la création d'une prime de constructibilité incitative pour encourager les élus locaux à délivrer des permis de construire à des projets utilisant pleinement les possibilités offertes par le PLU. Le troisième enjeu vise à optimiser le foncier disponible. Les zones tendues sont des marchés fonciers où la demande est largement supérieure à l'offre, engendrant une très forte tension sur le prix du foncier et donc sur le prix des logements. Dès lors, la valorisation du foncier existant peut consister, lorsque cela est possible techniquement, soit en des opérations de surélévation des bâtiments, soit en des opérations de réhabilitation des friches urbaines. Cette partie du rapport aborde ces 2 enjeux qui sont connus et débattus de longue date, mais qui demeurent malgré tout non traités à ce jour. C'est pourquoi j'ai souhaité mettre l'accent sur l'incitation à la surélévation, qui présente de nombreux avantages. Elle permet par exemple de créer rapidement des logements de qualité au cœur des zones tendues, de financer la rénovation énergétique du parc immobilier existant par le biais des ressources financières générées par la vente des droits à construire, de lutter contre l'étalement urbain, de stimuler la mixité sociale et la mixité d'usage, de promouvoir la filière française de construction bois, ou encore de renouveler la ville d'un point de vue architectural. Pourtant, malgré ces avantages multiples, les projets de surélévation restent rares en raison de certains blocages, tels que la complexité technique de ces projets, l'existence de normes juridiques inadaptées, la complexité des démarches administratives
et de la prise de décision, ou tout simplement la méconnaissance de ce potentiel. C'est pourquoi je recommande de recenser largement le potentiel de projets de surélévation. Cette tâche pourrait être pilotée par les observatoires du foncier que je vous ai présentés il y a quelques secondes, par exemple par des pré-diagnostics pour surélévation qui s'inséreraient dans la fiche synthétique de la copropriété. Sur la même idée, il convient d'encourager les monopropriétaires, que sont les foncières ou les bailleurs sociaux, à étudier les éventuels projets de surélévation de leur parc immobilier. Ces projets peuvent générer des moyens financiers considérables pour rénover thermiquement les logements. C'est pourquoi je suggère par ailleurs de proroger l'exonération d'impôt des plus-values de cession d'un droit de surélévation sous réserve du fléchage de ce produit vers les travaux de rénovation énergétique. Enfin, pour faciliter la réalisation de ces projets, ce rapport propose d'exonérer les projets de surélévation des obligations relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement. Toujours dans l'optimisation du foncier disponible et dans la même optique que pour la surélévation, j'aborde dans ce rapport la question des friches, qu'elles soient urbaines, industrielles, commerciales ou administratives. Là encore, je recommande que les observatoires du foncier soient missionnés pour recenser ces friches, afin que les élus locaux puissent avoir une meilleure idée du gisement de foncier qu'elles représentent. Par ailleurs, je soumets l'idée que j'ai déjà soumise en commission de la création d'un fonds national pour la dépollution des friches. Nous avons eu l'opportunité d'en débattre ensemble il y a quelques semaines. Il ne s'agit pas de revenir sur le principe du pollueur-payeur, mais d'accélérer la reconquête de nos friches polluées. Ce Fonds national pour la dépollution des friches permettrait de simplifier l'accès au financement en agissant comme un guichet unique. Il pourrait être abondé par des contributions publiques et privées au titre de compensation écologique, voire au titre de réparation écologique. Il permettrait de cofinancer des projets de dépollution du foncier public et de contribuer jusqu'à un certain pourcentage aux projets de dépollution du foncier privé, en particulier en cas de site orphelin. L'avant-dernier enjeu, le quatrième enjeu, vise à attirer les investisseurs dans le logement locatif. Cet enjeu comporte deux volets, l'investissement des personnes physiques d'une part et celui des personnes morales d'autre part. Dans le premier volet, je propose d'adapter le dispositif d'investissement locatif dit Pinel, particulièrement utile pour produire des logements abordables et pour éviter certains effets de spéculation. La France manque toujours significativement de logements locatifs intermédiaires, notamment dans les zones tendues, là où l'écart entre le loyer du marché privé est très important par rapport au loyer du logement social. Pourtant, cette offre locative est essentielle à la mobilité professionnelle, mais aussi à la fluidité du parcours résidentiel, particulièrement pour les jeunes. Le dispositif Pinel a donc cette utilité, même si certains effets pervers, comme la commercialisation de logements de plus en plus petits, se doivent d'être corrigés. Par ailleurs, ce rapport suggère de renforcer la régulation de la location touristique meublée de courte durée, issue des plateformes numériques, notamment en proposant d'abaisser le nombre de jours pendant lequel il est autorisé de louer sa résidence principale, et en durcissant les sanctions contre les locations touristiques meublées de courte durée non autorisées, qui ne constituent pas une résidence principale. Sur le second volet ayant trait à l'investissement des personnes morales, le constat est que ces bailleurs privés détiennent moins de 4% du parc. L'ensemble des investisseurs institutionnels qui possédaient environ 1 million de logements en zone tendue au début des années 90 n'en posséderaient désormais qu'un peu moins de 100 000. Il convient donc de lever les freins qui détournent les investisseurs nationaux et internationaux du logement locatif institutionnel en France, car ces derniers peuvent avoir un véritable effet massif sur les prix des logements. Le rapport aborde cette thématique de l'orientation de l'épargne institutionnelle dans le secteur résidentiel, en alertant sur le ratio de solvabilité des investissements en résidentiel locatif résultant de la directive européenne Solvabilité 2. Le cinquième et dernier enjeu vise à stopper définitivement la spéculation foncière. Cet enjeu aborde d'une part la fluidification de la constitution des OFS, organismes de foncier solidaires, et d'autre part la généralisation de la dissociation entre le foncier et le bâti, au-delà de l'accession sociale à la propriété. Ma proposition relative à la dissociation foncier-bâti a été reprise récemment dans quelques articles que vous avez pu lire, et quelques contre-vérités ont été exprimées sur le sujet. Permettez-moi donc de répondre immédiatement aux craintes qui ont pu se faire jour. Tout d'abord, s'agissant des organismes de foncier solidaires, comme vous le savez, la loi ALUR a créé ce nouvel acteur foncier afin de favoriser l'accession sociale sécurisée par un mécanisme de dissociation pérenne entre le foncier et le bâti. L'organisme de foncier solidaire est une structure à but non lucratif,
dont l'objet principal est d'acquérir des terrains ou des immeubles et de les mettre à disposition des acquéreurs au moyen de baux de longue durée parmi lesquels le bail réel et solidaire est privilégié. Comme les prix immobiliers dans les communes denses sont souvent portés par le prix élevé des terrains, l'objectif est en réalité de dissocier la valeur du foncier de la valeur de la construction et ainsi de réduire le prix des logements. Actuellement, ces OFS sont peu connus et ont du mal à entrer pleinement dans la cible des banques pour financer leurs clients acquéreurs, ainsi que des compagnies d'assurance pour assurer les biens acquis. Je propose donc 2 mesures pour fluidifier leur constitution, notamment en sécurisant et en renforçant le recours aux prêts GAIA à long terme de la Caisse des dépôts et consignations et en simplifiant l'agrément des organismes HLM en tant qu'OFS. En parallèle, je propose de créer un nouveau droit de propriété fondé sur la dissociation entre le foncier et le bâti. La presse généraliste a écrit parfois que je prônais un droit de propriété amoindri. Je conteste fermement cette allégation et tiens à vous exprimer mon raisonnement en 3 points. Premièrement, il existe actuellement 2 droits de propriété, la pleine propriété classique et le démembrement du droit de propriété, qui le partagent entre l'usufruitier et le nu propriétaire. C'est comme ça qu'on réalise par exemple des viagers. Je ne souhaite aucunement revenir sur ces 2 droits de propriété auxquels je suis moi-même fortement attaché. Je propose uniquement de créer un 3e droit de propriété fondé sur la dissociation entre le foncier et le bâti. Deuxièmement, comme j'ai expliqué plus tôt, ce dispositif existe déjà dans notre pays, mais il est circonscrit à l'accession sociale à la propriété. Mon souhait est donc de le généraliser aux autres usages, comme le logement intermédiaire, le logement libre, ou encore pour des usages de commerce et de bureaux. Par ailleurs, cette dissociation existe déjà d'une certaine manière dans l'Hexagone, puisque les hospices civils de Lyon, qui possèdent du foncier, utilisent le bail emphytéotique classique pour conserver la maîtrise de leur foncier et commercialiser un usage plutôt que la propriété. Troisièmement, afin que cette généralisation soit constitutionnelle, je propose de la limiter aux zones tendues uniquement, car c'est dans celle-ci que nos concitoyens, et notamment les Français dits de classe moyenne, ont le plus de mal à se loger. Pour conclure, j'attire votre attention sur le fait que certaines des mesures proposées dans ce rapport font l'objet d'une proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l'offre de logements accessibles aux Français que le groupe du MoDem présentera à l'occasion de sa niche parlementaire du 28 novembre prochain, où je vous invite à être nombreux. Puisqu'il s'agit d'une niche parlementaire, notre proposition de loi n'a pu reprendre que quelques-unes des propositions du rapport, mais je puis vous assurer de ma volonté de poursuivre mes travaux afin que les idées de ce rapport continuent à cheminer et à cheminer avec vous, puisque vous allez probablement, puisque c'est un sujet inépuisable, nous proposer de nouvelles choses. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Donc j'ai 7 orateurs groupes inscrits, Madame Petel, Monsieur Bazin, Madame Florenne, Monsieur Potier, Monsieur Benoît, Madame Pinel et Madame Taurine. La parole est à Anne-Laurence Petel pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président et merci beaucoup Monsieur le rapporteur pour cette présentation exhaustive et puis l'excellent travail que vous avez réalisé, qui est un travail de fond. Le foncier est un enjeu capital à plusieurs titres, enjeu de subsistance alimentaire et de transition agroécologique, enjeu d'aménagement urbain et de développement économique, enjeu de maintien de la biodiversité et de préservation de l'environnement. Avec mon collègue Dominique Potier, nous avions noté dans notre rapport parlementaire en 2018 les injonctions contradictoires liées à ces différents usages du foncier, notamment en termes de fiscalité, et la nécessité de mieux protéger les terres agricoles qui sont les grandes perdantes de la spéculation foncière. Ces dernières décennies, on constate un phénomène grandissant d'étalement urbain qui se traduit par la disparition de surfaces agricoles et cet enjeu de lutte contre l'artificialisation fait l'objet d'un groupe de travail dont les travaux devraient sans aucun doute être coordonnés aux vôtres avant tout changement réglementaire ou législatif à mon sens. Si les prix du foncier agricole sont en France parmi les plus bas d'Europe, vous notez à contrario dans votre rapport que les coûts du foncier constructible n'ont de cesse d'augmenter. Vous notez également une gestion du foncier qui manque de transparence et des élus qui se sentent délaissés dans cette gestion. Comme piste d'amélioration, vous proposez notamment la création d'un observatoire du foncier en zone tendue. Il en existe en Île-de-France et à Lyon. Pouvez-vous nous en dire plus sur les missions d'un tel observatoire, son champ d'observation, le foncier bâti, non bâti, les transactions, les prix, etc. Et surtout les liens qu'il pourrait avoir avec des organismes déjà existants tels que SAFER, EPF, voire Agence d'urbanisme ou CEREMA par exemple.
Parmi vos propositions, vous formulez le souhait, conformément à la demande du Premier ministre, d'identifier les freins au développement des offices fonciers solidaires, à leur simplification et à la sécurisation de l'agrément des organismes HLM en tant qu'OFS. Vous venez de le dire en détail. Je souscris totalement à cette proposition et soutiens que les foncières solidaires, tant pour l'habitat que pour l'installation des agriculteurs, comme terre de liens, sont à encourager et il faut se donner les moyens de les encourager toutes. Enfin, dans votre rapport, vous préconisez de libérer le foncier en cessant les incitations à la rétention du foncier, en rendant la création de valeur aux collectivités territoriales et en accompagnant les élus dans leur politique du logement et de l'aménagement du territoire. Sur ce dernier point d'ailleurs, sur le point notamment de l'accompagnement, il apparaît chez certains une absence de vision de l'aménagement et de culture urbanistique qui les conduit à utiliser le foncier uniquement comme levier financier et spéculatif, dénué de ses fonctions sociales et sociétales. C'est dommageable. De ce point de vue-là, un changement de paradigme me semble nécessaire. Merci. En matière de libération... Je finis, Monsieur le Président. En matière de libération du foncier, je souhaite savoir quelles mesures complémentaires vous envisageriez pour pouvoir répondre à cet enjeu, sans que cela ne permette aux élus de déclasser des terres protégées et donc d'aggraver le phénomène d'artificialisation des sols et de réduction de la surface agricole utile nationale. Thibault Bazin, pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, de nous faire... état de votre long rapport et des études qui ont été menées. Il y a plusieurs idées très intéressantes, certaines qui ont déjà été appréhendées, d'autres qui pourraient être approfondies soit par les collectivités, soit par l'État, et puis d'autres mesures qui mériteraient peut-être d'être précisées. Voilà, sur l'ensemble. Je pense qu'il faudrait prendre du recul, y compris par rapport au rapport, notamment sur le prix total des logements. Qu'est-ce qui est dû au foncier? Qu'est-ce qui est dû aux normes? Qu'est-ce qui est dû aux taxes? Qu'est-ce qui est dû à l'environnement? Je pense notamment sur les attentes des citoyens, sur les espaces publics, qui sont de plus en plus coûteux et qu'on a tendance à refaire porter sur le logement. Et je pense que si on veut avoir une approche globale, la question du simple prix du foncier ne peut pas être vu uniquement. Il faut élargir la réflexion. Et en fait, les dynamiques et les tensions dépassent la simple question du foncier. Et je crois qu'il faudrait regarder la question de l'aménagement du territoire. Parce que quand on regarde la question de l'offre nouvelle de logement, qu'il s'agit de réhabilitation ou de production neuve, elle est, même si on faisait le meilleur possible, extrêmement limitée par rapport aux tensions de croissance démographique de certaines régions. Et en faisant état de ces éléments, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut faire, mais je pense que ce n'est pas l'unique solution. Et il faut prendre du recul, y compris, sinon on risque de se tromper, y compris dans l'aménagement du territoire. Je vais avoir que 2 minutes 30, donc il y aurait plein de choses à dire, mais je pense qu'il y a aussi une question, est-ce que la solution n'est que publique ? Et si elle n'est que publique, à travers les différentes solutions, les différents organismes, les différents observatoires, est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose sur le rythme et la question du temps? Quand on fait du portage public, on se donne un temps long, qui ne répond pas à la demande à court terme et aux tensions à court terme. Mais ça présente plein d'avantages. Si on l'ouvre à des acteurs privés, on peut avoir des réponses plus rapides. Je vous pose cette question parce qu'un certain nombre de vos solutions sont très publiques. Grosso modo. Ensuite, il y a la question de la solvabilité. On ne peut pas qu'offrir du terrain, il faut aussi en demander. Et la question de la solvabilité de nos ménages, de nos acteurs, ne peut pas être une réponse qu'institutionnelle. Et moi, j'ai peur qu'en ne faisant reposer le modèle que sur des acteurs institutionnels qui offriraient des logements, c'est un peu le plan d'élan, c'est qu'on n'ait pas d'élan. Merci. Oh. Il l'a placé. Comme toujours. L'homme qui nous surprend en dernière seconde. Il y a un certain nombre de gens qui connaissent bien ces sujets. Je vous propose de limiter vos interventions liminaires à 2 minutes 30. J'exclus pas qu'on ait un débat qui se poursuive ensuite. Donc je prends les orateurs groupes de 2 minutes 30 par personne, mais ensuite on pourra prolonger le débat, évidemment. Isabelle Floren pour le MoDem. Merci Monsieur le Président et merci de votre accueil dans la commission. Toujours chaleureux. Oui, je sais, mais bon, je le dis quand même. Monsieur le rapporteur, je salue votre rapport
qui, pour moi et pour notre groupe, fera date car il propose des éléments de réponse que la problématique de la loi dite Elan n'avait pas su résoudre. Plus largement, je salue le travail que vous avez réalisé qui fera date parce qu'il touche directement au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Comme vous l'avez rappelé, le coût du foncier et sa disponibilité dans les zones tendues est un facteur tirant les prix du logement à la hausse. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir et notamment de poser une question et de rappeler ce sujet au ministre lors d'une question d'actualité. Effectivement, dans les zones tendues, le prix et le coût du bâti et du foncier surtout, et nous le connaissons bien notamment en région parisienne, produit une envolée des prix du logement que nous constatons de façon très importante en région Île-de-France notamment. Comme une réaction en chaîne, cette hausse a des conséquences directes sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui dépensent toujours plus pour se loger. Du logement dépendent aussi les moyens et le temps de transport quotidien. Du logement dépendent aussi les opportunités professionnelles. Du logement dépend aussi également un meilleur accès aux soins. Bref, nous le savons, tous ces éléments sont interdépendants et c'est bien pour cela que je suis convaincue que ce sujet est essentiel et je suis heureuse que notre groupe puisse porter un certain nombre de dispositions dans une proposition de loi qui sera examinée à la fin du mois. J'ai une question cependant sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, notamment dans mon département. J'aurais aimé, c'est la question du logement intermédiaire, donc la question du logement également des fonctionnaires. J'aurais aimé savoir si vous aviez pu dégager des pistes de réflexion sur la problématique du logement des fonctionnaires de catégorie B et C qui nous sollicitent régulièrement via leur administration notamment, malgré des nombreux dispositifs d'action sociale instaurés par les ministères et en dépit de l'indemnité de résidence dont ils bénéficient, ces agents ne parviennent pas toujours à accéder à un logement. Pourriez-vous préciser quelles seraient les solutions qui pourraient être envisagées ou du moins les expérimentations qui pourraient être menées? Merci. Merci Dominique Potier. Merci Monsieur le Président. Moi aussi, féliciter Jean-Luc Laglaise pour le travail qu'il a fait, pour le dialogue qu'il a entrepris avec les différents groupes en vue de construire des solutions. Et on est très sensible à cette démarche-là. Alors évidemment, sur l'esprit, nous partageons. C'est une loi de régulation qui vise à la fois la question du temps long, celui qu'a rappelé Anne-Laurence Pétel, qui est celui de l'économie des sols nourriciers et de notre réserve de biodiversité, la lutte contre le changement climatique, etc., mais aussi du court terme, qui est le pouvoir de vivre de nos concitoyens, notamment dans l'acte d'habiter, de se loger, soit comme locataire, soit comme futur propriétaire. Il y a un problème français, il peut se résoudre, je le dis à mon collègue Bazin, ça n'exclut pas les autres approches, mais y compris par la question du sol, et vous apportez des solutions pertinentes sur les 50 propositions du rapport. Vous avez retenu les gros cailloux en vue d'une proposition de loi. Et je voudrais dire que sur la question de la limitation des enchères d'un observatoire de l'expertise contradictoire et de la libération par les fiscales et l'augmentation du pouvoir des offices fonciers solidaires, nous serons plutôt à vos côtés avec quelques éléments de critique ou de compléments que je vais énoncer rapidement. Le premier, je suis un petit peu dubitatif sur le besoin de contre-expertiser les domaines. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus simplement réformer les domaines, réformer la pratique et la manière de faire des domaines? Est-ce qu'il faut ajouter une contre-expertise? Je suis dans le doute, j'aimerais avoir des réponses sur ce point-là. La deuxième question porte sur la question de la mobilisation des outils de dépollution. Nous avons avec les EPF aujourd'hui déjà des capacités qui sont mobilisées. Est-ce qu'elles peuvent être étendues? Est-ce qu'il faut créer un nouveau fonds ou renforcer les fonds existants? Là aussi, dans une logique de simplification, une modification des institutions déjà compétentes me paraît plus judicieuse que l'addition d'autres trucs. Nous aimerions nous-mêmes apporter des compléments, je pense dans la même ligne qui est politique qui est la vôtre, celle de la priorité de la dévolution des biens publics entre les communautés de communes et les communes. La même question peut se poser pour les biens sans mètres. Nous avions progressé dans la loi Allure sur ces sujets, nous pouvons continuer à le faire. La question de la réserve comme foncière, comme justification des DPU nous paraît une piste importante. Et puis sur les inventaires des biens publics, nous sommes trop souvent en silo entre les administrations
d'un même territoire, un observatoire global qui nous permette de coupler et d'additionner des escalopes foncières en vue de projets plus conséquents nous paraît une approche importante et prospective. Enfin, je me permets de pointer un sujet qui va peut-être être connexe, c'est la question des copropriétés comme limite à la rénovation énergétique, à la rénovation lourde et même à l'addition à la surélévation. Est-ce qu'il n'y a pas là des majorités, des blocages à lever sur le plan institutionnel? Est-ce que c'est dans le scope de votre PPL ou non? Merci. Merci. Thierry Benoît, groupe UAI. Merci, Monsieur le Président. Comme les précédents orateurs, je voudrais tout d'abord saluer la qualité du travail donc, de Jean-Luc Laglaise. On est vraiment là dans le travail de fond, dans le travail parlementaire. Il y a un travail de fond avec des propositions qui ont retenu l'attention du groupe UDI. Alors depuis de nombreuses années, et puis j'ai dans mon regard la ministre Sylvia Pinel qui avait été conduite à remettre de l'ordre dans le désordre créé par Cécile Duflot il y a quelques années. Je le dis de bonne aloi parce que vraiment c'était vraiment le cas. Il avait fallu qu'elle retrousse les manches. Monsieur Laglaise, vous souhaitez donc enrayer la spirale infernale de la hausse des prix des logements en interdisant la vente aux enchères publiques, en offrant plus de transparence sur la définition des prix. Et vraiment donc en finir, si possible en finir, avec la spéculation foncière en mobilisant eh bien, l'ensemble des outils, on va dire, normatifs, réglementaires, législatifs et fiscaux. Libérer aussi plus de foncier et optimiser donc, le foncier disponible en mettant à la disposition des élus un certain nombre d'outils. On ne peut que souscrire. Au nom du groupe UDI, nous sommes de par nature les centristes décentralisateurs. Et en région Bretagne, nous sommes un certain nombre d'élus à demander pour la politique du logement bien une différenciation, une expérimentation. Et j'observe que le gouvernement bien comprend ces demandes des élus territoriaux, puisque un amendement va être examiné cet après-midi ou ce soir dans l'hémicycle pour permettre d'examiner au plus près des territoires la mise en œuvre des dispositifs que l'on appelle Pinel, l'aide à l'investissement locatif. Et moi, je voudrais interpeller ou interroger Jean-Luc Laglaise quant à sa vision sur la question des zones tendues. Alors, les zones tendues, c'est principalement, je dis principalement sur le territoire métropolitain, ce sont les métropoles. Quelle est sa vision ou son approche pour, eh bien, ce qu'a souligné Thibault Bazin tout à l'heure, un aménagement plus équilibré, plus harmonieux de la politique du logement dans les territoires. Ça passe certainement aussi par la question des infrastructures et par la question des emplois. Alors, est-ce que sa vision, c'est de continuer de densifier, notamment par la surélévation dans les métropoles, ou alors est-ce que sa vision est eh bien, de répartir le logement sur des territoires un petit peu plus éloignés des métropoles? Donc comme j'ai encore beaucoup de choses à dire, je vais conclure maintenant et je reviendrai plus tard au cours de la discussion, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Benoît. Vous l'avez annoncé, elle s'est retroussée les manches. La voici, la voilà. Donc, Madame Sylvia Pinel, groupe Liberté et Territoire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Effectivement, on pourrait répondre à certaines des interrogations du collègue Thierry Benoît, mais je préfère me concentrer sur le travail du rapporteur, d'abord pour le féliciter, d'avoir mené toutes ces auditions, ce travail de terrain qui correspond, je le crois, à une nécessité d'apporter des réponses sur la maîtrise du foncier. C'est un sujet que on n'avait pas forcément eu le temps de traiter dans la loi Elan, mais même auparavant. Et pour autant, aujourd'hui, c'est un sujet qui me paraît essentiel. Donc il y a dans ce rapport beaucoup de propositions fort intéressantes, d'autres qui mériteraient d'être peut-être un peu précisées de la part du rapporteur, et d'autres sur lesquelles je pourrais avoir peut-être un peu de distance. Sur les outils de transparence et sur la question de renforcer les capacités d'action des collectivités locales, nous nous retrouvons. C'est un point qui me paraît important et on avait eu l'occasion d'échanger sur le sujet. En revanche, j'attends, monsieur le rapporteur, de vous quelques éclairages supplémentaires sur la question de la dissociation du foncier et du bâti. Autant je partage vos propositions de simplification et d'amélioration du dispositif existant, autant je m'interroge sur ce troisième nouveau droit de propriété, comme vous l'avez évoqué dans votre présentation, parce que vous l'avez dit, il y a des choses qui existent déjà. Donc,
pourquoi ne pas aller plus loin dans ce qui existe déjà, peut-être le retoucher, l'améliorer. Et j'ai quand même une réserve constitutionnelle en la matière, parce que vous ciblez votre dispositif uniquement aux zones tendues. Et ce zonage, cette référence aux zones tendues, le Conseil constitutionnel, me semble-t-il, dans certaines décisions, n'avait pas forcément retenu ces critères-là. Mais je peux me tromper, en tout cas, avoir votre éclairage là-dessus. Sur les établissements publics fonciers, vous les avez à plusieurs reprises mentionnés à juste titre. Mais moi, je m'interroge sur la capacité désormais à faire pour véritablement accompagner vos propositions. Quels moyens supplémentaires donnons-nous aux EPF pour les rendre véritablement efficaces? Et puis une question sur l'état de la construction. Je termine, ce sera ma dernière question, sur l'état de construction présenté devant les conseils municipaux. Ça existe déjà devant les EPCI, alors qu'elles ont déjà des compétences importantes en matière d'urbanisme notamment. Je ne vois pas forcément l'intérêt de cette présentation de la construction devant les conseils municipaux, surtout pour les plus petites communes, notamment dans les zones tendues. Merci. Pour terminer cette série, Bénédicte Taurine, si certains des orateurs souhaitent intervenir à nouveau, vous faites juste un signe à Thierry, on vous rajoutera la liste. J'ai de toute façon 2 questions supplémentaires. Madame Taurine. Je vous remercie. Tout d'abord, comme mes collègues, saluer votre travail, Monsieur Laglaise. Donc, le constat devant lequel nous sommes, c'est qu'il y a une hausse continue du prix des logements et qui oblige effectivement une partie de la population à habiter de plus en plus loin du lieu de travail. En ce sens, nous considérons que certaines de vos propositions vont dans le bon sens, mais concrètement, nous ne voyons pas comment elles pourraient changer significativement la donne tant que la puissance publique n'intervient pas fortement dans ce secteur, et à commencer par le développement de logements sociaux. Concernant la proposition d'encourager la surélévation de bâtiments, est-ce que vous prévoyez par exemple, d'accompagner cette proposition de conditions, que ce soit d'impliquer les habitants du quartier dans la mise en œuvre d'un projet de ce type, de réflexion sur la vie en commun dans certains espaces. Et peut-on vraiment garantir que l'élévation d'un bâtiment conduira à effectivement faire baisser le prix d'accès à un logement ? Dernière chose, ça va concerner l'encadré 4 sur l'objectif de zéro artificialisation nette. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de propositions qui vont dans ce sens dans votre rapport. Il me semble qu'en zone rurale, par exemple, il est plus simple de construire sur des zones de terrain agricole, on va dire, plutôt que sur des friches industrielles. Donc vous avez proposé de mettre en place des observatoires du foncier à titre obligatoire dans les zones tendues. Ne pensez-vous pas qu'elles pourraient aussi avoir leur place dans les zones rurales, par exemple, pour faire en sorte que le foncier agricole ne soit pas dédié à de la construction? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, je vous ai vu noter religieusement cette grande liste de questions, donc je ne doute pas que vous aurez réponse à tout ou presque. Vous avez la parole. Oui, j'ai noté effectivement pour essayer de répondre à toutes les questions. Madame Pétel. Alitia. Oui, c'est vrai. Madame la députée peut-elle... Madame Pétel, garde espoir. C'est bien Pétel sans accent. Alors, Madame Pétel, je vous présente mes excuses d'avoir écorché votre nom. Vous avez parlé, comme beaucoup, sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Justement, tout ce qui touche au point 3 et tout ce qui touche à la recherche du foncier existant et que l'on ne valorise pas est extrêmement important. Chaque fois que vous allez surélever un immeuble pour faire un étage, 2 étages, 3 étages, vous allez construire du logement sans artificialiser du sol. Chaque fois que vous allez en centre-ville transformer, réhabiliter une friche urbaine, qu'elle soit industrielle, commerciale, administrative, pour en faire du logement, pour en faire des quartiers mixtes, logement, bureau, commerce, vous allez participer au zéro artificialisation du sol. Donc, il y a un nombre important, je pense que c'est une dizaine de mesures qui tournent autour de ça, autour de ces 2 sujets principaux,
où est-ce qu'on va dénicher du foncier qui existe déjà sans artificialiser du sol nouveau, existe dans ces propositions. Vous nous parliez, je vous remercie d'abord pour les OFS, pour vos remerciements notamment. Vous parlez des observatoires également du foncier et vous demandez les liens entre les observatoires du foncier et d'autres organismes existants sur le territoire. Vous pensez peut-être aux AUAT, vous pensez à un certain nombre, enfin, aux agences d'urbanisme et autres. L'idée du rapport est de ne pas imposer un schéma unique. Il existe sur les territoires des lieux dans lesquels il y a déjà des observatoires du foncier. Il y en a à Paris, il y en a en Normandie, mais c'est à peu près les 2 seuls endroits de France où ça existe. Il y a des endroits de France où il y a des agences d'urbanisme qui sont extrêmement pertinentes, qui font déjà un travail important, mais elles ne sont pas partout. Il y a d'autres endroits où ce sont des EPF qui font ce rôle. Voilà. Donc l'idée que j'avais d'ailleurs présentée dans cette commission il y a peu de temps était initialement de lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités locales pour leur demander comment elles souhaitent s'organiser pour mettre en place ça. Donc on n'a pas pu le faire parce que l'objet n'était pas créé. Mais l'idée donc est de raccrocher l'Observatoire du foncier au service qui gère les PLH dans les EPCI, en termes de compétences obligatoires, avec faculté de le déléguer à d'autres, et donc à d'autres qui peuvent être des agences d'urbanisme, des EPF, en tout cas d'autres qui le font déjà. Monsieur Bazin, vous parlez d'aménagement du territoire. Effectivement, vous êtes également avec Madame Taurine, vous parlez aussi d'aménagement du territoire. C'est intéressant que vous en parliez tous les deux. Oui, bien évidemment, l'aménagement du territoire. Là, je ne me fais pas un ami, hein, c'est ça. L'aménagement du territoire est un sujet important, est un sujet majeur. Ceci étant, c'est pas en mettant des logements dans des endroits où il n'y a pas de travail que l'on va modifier l'aménagement du territoire. Donc, et la tendance globale de nos sociétés est quand même à une métropolisation du travail, de l'emploi et du logement. Et donc, il faut, même si l'État peut réfléchir avec les collectivités locales à comment redynamiser, et en plus c'est ce qui se fait avec des opérations de redynamisation des territoires, mais cela n'empêche pas qu'il faut mettre en place ce qui va bien pour pouvoir loger dans les zones tendues les gens qui ont besoin d'être logés dans ces zones-là. Vous parlez de solutions, vous critiquez le fait qu'il y a essentiellement des solutions d'ordre public et peu de solutions d'ordre privé. J'aurais tendance à dire que la solution d'ordre privé, elle arrive après. C'est quand même le public qui décide de l'aménagement du territoire, qui décide de délivrer le permis de construire, qui décide d'un certain nombre de choses. Et c'est ce public-là que je souhaite mobiliser, que je souhaite impliquer dans la préservation du foncier. C'est ce public-là que je souhaite mobiliser pour délivrer des permis de construire qui soient à 100% du PLU et pas à 60% du PLU comme 98% des permis de construire aujourd'hui. Donc la puissance publique et la solution publique est importante et c'est à elle qu'on doit inculquer une vision globale de la politique foncière. On ne peut pas laisser le privé s'en occuper. Voilà. Le privé doit être un partenaire, mais il ne doit pas être devant. Madame Floren, vous me parliez de la problématique concernant la loi Elan. Je dirais que la loi Elan, elle n'avait pas obligatoirement pour but de parler du foncier, mais elle avait pour but de s'attaquer au coût de la construction. Et donc, effectivement, on avait interpellé le ministre de Normandie à ce moment-là en disant la loi Elan est une bonne loi pour abaisser les coûts de construction. Néanmoins, le coût de la construction, le coût d'un logement, c'est le coût de la construction, oui, mais également le coût du foncier. Et donc, c'est suite à cette interpellation qu'il nous avait proposé cette mission.
Vous me parlez également du logement des fonctionnaires, qui est un sujet qui vous préoccupe dans votre département. Il y a une proposition dans le rapport, qui est la proposition numéro 38, qui prévoit notamment la création d'une agence de valorisation des fonciers de l'État. Et donc c'est vrai que si l'État souhaite loger ses fonctionnaires, il peut effectivement mettre en place ce qui va bien pour valoriser des fonciers dont il dispose, notamment souvent en centre-ville, et qu'il laisse à l'abandon pendant plusieurs années, voire dizaines d'années. Alors ces fonciers, il peut les vendre, il peut les réhabiliter, il peut créer un OFL ou un OFS, selon la population qu'il a gérée. Monsieur Potier, vous me proposez de réformer les domaines. Vaste ambition. Vaste ambition peut être nécessaire, et je crois que les domaines essaient de se réformer eux-mêmes. En tout cas, même si on y a pensé, ce n'est pas un sujet de nature législative, ce serait plutôt un sujet de nature réglementaire, et c'est au ministre lui-même à proposer des pistes d'amélioration là-dessus, et je pense qu'ils ont un certain nombre d'idées. Par contre, nous, ici, on a la possibilité de proposer aux élus locaux d'avoir plusieurs sources d'informations sur le prix des terrains. Une source qui serait les domaines classiques et une source qui pourrait être des experts privés. Vous me parlez des biens sans maître. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est développé dans le rapport, qu'on n'a pas pour l'instant repris dans la proposition de loi. Mais effectivement, il y a dans les zones tendues des biens sans maître, dont la problématique est souvent que les procédures d'acquisition sont extrêmement longues et avec des durées différentes. Donc, ajuster et imbriquer les procédures les unes dans les autres devient extrêmement compliqué. Donc, l'une des mesures que je propose, effectivement, de remettre en tout cas tous ces délais à plat de manière à pouvoir les rendre efficaces, parce qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Vous me parlez également d'observatoire global. Une des mesures, effectivement, de mettre en place un réseau national des observatoires du foncier. Donc ça va dans le sens que vous dites, ne serait-ce que pour partager les bonnes pratiques, notamment. Vous me parliez des soucis de surélévation dans les copropriétés. J'aurais tendance à dire que ce sont les copropriétés qui ont le plus à gagner dans cette proposition de surélévation, parce que ce sont souvent les copropriétés qui ont le plus de difficultés financières pour financer leur réhabilitation énergétique. Quand vous faites un diagnostic et que vous faites faire un devis et que vous arrivez sur une facture par logement de 15, 20 ou 30 000 euros, mais il n'y a personne, ou peut-être il y a un copropriétaire qui a les moyens de sortir ça. Donc ça ne se fait pas. Et donc ils continuent à habiter dans des passoires thermiques et dans des copropriétés qui vont finir par devenir des copropriétés dégradées. Aujourd'hui, et la loi Allure l'a permis, la majorité pour pouvoir décider d'une surélévation est une majorité simple. Tous ces seuils ont été abaissés et les seuils d'aujourd'hui conviennent parfaitement. Il faut simplement arriver à expliciter aux copropriétaires, il faut arriver à motiver les syndics de manière à pouvoir faire ça. Et l'une des manières de motiver, c'est notamment de poursuivre l'exonération sur la plus-value, et en disant, ben voilà, vous vendez un bien, vous vendez un droit à construire, ben ce droit à construire, c'est une somme d'argent importante, ben vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value, parce que c'est une plus-value, dans la mesure où vous fléchez dans le budget de travaux pour la rénovation énergétique, et s'il y en a plus que besoin, mais vous le laissez dans le budget de travaux, c'est pas grave. C'est en tout cas toute la somme qui n'est pas redistribuée vers les copropriétaires est exonérée d'impôt. Voilà, c'est ce que je propose et qui me paraît extrêmement vertueux. Et donc ce sont plutôt les copropriétés qui ont à gagner. Parce qu'un bailleur social, il va faire un crédit pour réhabiliter son immeuble ou faire de la rénovation énergétique. Mais il pourrait ne pas avoir à faire de crédit s'il fait 1 ou 2 étages de plus et qu'il vend le droit à construire. Par exemple, si en haut, sur les 2 derniers étages d'un immeuble social, il y a des appartements classiques que le bailleur social va vendre, eh bien, ça lui fait des rentrées d'argent pour rénover son immeuble. Lui aussi, il pourrait trouver. Mais c'est peut-être plus facile pour un bailleur ou pour une société foncière que pour les copropriétés. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est particulièrement adapté aux copropriétés, même si aujourd'hui elles ne l'utilisent pas.
Pour Monsieur Benoît. Monsieur Benoît est intéressé par la différenciation, l'expérimentation. Oui, et nous aussi, notamment puisque je vous disais que tout ce qui touche à l'Observatoire du foncier, on aimerait que ça provienne justement des territoires, que l'on suggère à chacune et à chacun de mettre en place ces observatoires, mais qu'ils le mettent en place avec les outils dont ils disposent. Donc certains ont des agences d'urbanisme forts, d'autres ont des services qui sont forts, d'autres ont des EPF ou des EPFL forts. Et donc il faudra que ça vienne d'eux. Je pense que c'est plutôt intéressant. En ce qui concerne, et là aussi peut-être une différence de vue avec Madame Pinel, en ce qui concerne le dispositif Pinel que je souhaite particulièrement proroger et pérenniser, je suis très intéressé par tout ce qui est autour de l'expérimentation. Et je pense qu'effectivement, ça vaut le coup en tout cas qu'on y réfléchisse ensemble, de voir comment les maires, en tout cas dans certains endroits, pourraient décider d'un quota de logements Pinel par quartier pour éviter qu'il y ait des endroits où il n'y ait que ce type de logement ou éviter que dans des endroits il n'y en ait pas du tout. Voilà. Pour Madame Pinel, justement, donc il n'est pas tout à fait satisfaite ou convaincue par la dissociation entre le foncier et le bâti, telle que je la propose. Les OFS aujourd'hui sont créés par des bailleurs sociaux dans le but exclusif de procéder à de l'accession sociale à la propriété. Pour ce faire, donc l'OFS pour vivre globalement, et en tout cas pour déployer son outil, il a besoin de subventions d'État, il a besoin de subventions de collectivités, il a besoin d'une TVA à taux réduit. Voilà. Et il loge une certaine catégorie de la population qui est importante, mais qui n'est qu'une catégorie de la population. Il y a d'autres personnes qui aujourd'hui ne savent pas se loger en zone tendue et qui ne correspondent pas aux critères fléchés par l'accession sociale. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut aussi pouvoir adresser. C'est pour ça que je propose cette dissociation entre le foncier et le bâti via des OFL, des organismes fonciers libres, qui, eux, ne percevraient aucune subvention d'État ou de collectivité, qui n'auraient aucune TVA à taux réduit, mais qui permettraient, dans un quartier, dans une escalope foncière, de pouvoir faire de la mixité d'usage, c'est-à-dire des logements, mais également des commerces, des services, des bureaux. Voilà. Donc je pense que c'est complètement complémentaire. Et c'est complémentaire aussi, d'après ce que me disent les OFS, qui me disent on a quand même quelques soucis d'existence. On n'est pas reconnu par les banques. On a un mal fou à faire financer nos acquéreurs. On a un mal fou à faire assurer les logements de nos acquéreurs. Et donc, ce sont les OFS eux-mêmes qui sont obligés d'aller voir leurs propres banquiers pour leur dire « s'il vous plaît, veuillez bien financer nos acquéreurs ». Et donc, l'idée d'étendre ce système de dissociation du foncier et du bâti à d'autres organismes, en tout cas en faire une clause générale dans le droit français, ça les séduit et ça les rassure. Voilà. Vous nous parliez de constitutionnalité et vous nous dites que cibler les zones tendues peut être non constitutionnel. J'aurais tendance à vous dire que j'ai peur que ça soit le contraire. Moi, j'aimerais bien que ça soit totalement général et qu'on n'ait pas besoin de le cibler. Mais il semble que pour passer le Conseil constitutionnel, il faille justement le réduire à des endroits où il y a une tension extrêmement importante. Mais on aura l'occasion d'en discuter ensemble puisque c'est un des éléments de la proposition de loi. Voilà. Vous me parliez des moyens nouveaux des établissements publics fonciers. Il y a probablement des éléments nouveaux à mettre en place, et notamment peut-être libérer la TSE qui a été particulièrement contrainte ces dernières années. Pourquoi ne pas la mettre au même niveau potentiel que les EPFL? Enfin, voilà, il y a effectivement des choses à faire parce que les EPF et les EPFL ne sont pas concurrents, ne sont pas généralement sur le même secteur. Quand il y a un EPF, il n'y a pas d'EPFL. Quand un EPFL, l'EPF ne vient pas. Donc il paraîtrait normal qu'ils aient le même type de moyens. En tout cas, c'est une des propositions que je fais également. Voilà. Et là, vous avez dit quelque chose, mais je ne sais pas me relire, donc je vous répondrai à un autre moment. Madame Taurine.
Non, j'essaie de relire J'essaie de relire. Il y a deux questions. Il y avait essentiellement une question autour de la surélévation et une question autour des observatoires du foncier obligatoire en zone non tendue. Alors, comment dire ? Est-ce que la surélévation fait baisser le prix d'accès des logements surélevés ? Peut-être pas spécialement, mais en tout cas, le fait de surélever permet d'utiliser du foncier existant, du foncier aérien existant, permet de ne pas artificialiser plus et permet de ne pas faire de la surenchère sur le prix du foncier. Donc globalement, ça participe de la stabilisation générale des prix. Voilà. Peut-être pas obligatoirement de la stabilisation générale de ce prix-là, de cet appartement-là, parce qu'on va le construire avec certainement une ossature bois. On va le construire. Ça ne va pas être le même mode de constructif. Donc, il y a des endroits, puisque c'est préfabriqué à une usine, ça risque d'être moins cher. Comme ça va être en milieu urbain, positionné en milieu urbain, ça va être un petit peu plus cher de le construire. Enfin, globalement, ça va être le même type de prix. Mais ça va permettre d'abaisser la pression sur le foncier. En ce qui concerne les observatoires du foncier, je souhaite qu'ils soient obligatoires en zone tendue, parce qu'il y a vraiment besoin, c'est là où il y a besoin de transparence sur les prix et d'échanges forts. Et il y en a un besoin urgent et visible. Je n'ai pas dit qu'on n'en avait pas besoin en zone détendue, mais en zone détendue, je souhaite simplement qu'il soit facultatif, c'est-à-dire que les collectivités décident de s'en doter ou pas. En tout cas, que nous, les législateurs, on ne le rende pas obligatoire partout, pour ne pas alourdir un certain nombre de lieux sur lesquels il n'y en a pas besoin. Voilà. Je viens d'avoir souvenir, Madame Pinel, de la dernière question qui concernait le fait que vous trouviez que le compte-rendu annuel dans les collectivités était peut-être pas obligatoirement pertinent. Ça ne se fait pas dans tous les EPCI. Alors, la loi prévoit un certain nombre de choses qui ne sont pas appliquées. Donc, nous avons décidé de refaire quelque chose d'un peu plus large. Effectivement, ça devrait être fait dans les EPCI, ça n'est pas fait. Donc, nous demandons que ça soit fait commune par commune et avec une consolidation par EPCI. Voilà. De manière à responsabiliser à la fois le maire et les habitants sur le fait que certains volumes de construction ne sont pas au niveau de ce qui est attendu notamment par le PLH. Merci. Alors, je vais annoncer les demandes de prise de parole nouvelles et puis un certain nombre d'orateurs qui ont souhaité reprendre la parole. On va tous les prendre, je pense. Monsieur Adam, Monsieur Pauget, Monsieur Lioger, Madame Boyer, Monsieur Bazin, Monsieur Benoît et Madame Pinel. Est-ce que j'ai oublié tout le... Ça ne fait que commencer. On va, pareil, essayer de limiter à 2 minutes de manière à ce que le rapporteur puisse prendre en note. Si jamais il y a des relances, on continuera jusqu'à plus soif. Monsieur Adam, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur Laglaise, pour votre travail sur un sujet qui est extrêmement important. Je voudrais pour ma part aborder un sujet en particulier, celui des friches industrielles. Sujet que je connais bien sur ma circonscription, notamment sur la zone portuaire de Rouen, où nous retrouvons beaucoup d'exemples de friches revalorisées, mais aussi beaucoup d'autres qui sont laissées pour le moment inexploitées. Je rappellerai simplement que le réemploi des friches est indispensable pour lutter contre l'étalement urbain et éviter de consommer de nouveaux terrains, notamment agricoles. Un chiffre. Selon l'ADEME, les friches représentent 150 000 hectares en France, alors que nous perdons 54 000 hectares de sol par an à cause de l'étalement urbain. Cependant, les obstacles au réemploi de ces friches sont nombreux. D'abord, financiers, démantèlement de bâtiments, rénovation ou dépollution sont très onéreux, mais aussi administratifs ou réglementaires. Afin de lever ces freins à la revalorisation des friches industrielles, j'ai d'ailleurs proposé une mission d'information votée au bureau de la Commission des affaires économiques qui va commencer ses travaux au début d'année prochaine. À ce sujet, dans votre rapport, vous formulez plusieurs propositions pour la revalorisation des friches. Une de vos propositions, qui se retrouve d'ailleurs à l'article 4 de votre proposition de loi, vise à mettre en place un fonds pour la dépollution des friches. Question. Comment seraient choisis les projets financés? Et prévoyez-vous que ce fonds puisse financer des projets de logement aussi bien que des projets industriels? Merci beaucoup. Merci, Éric Pauget.
Merci Président. D'abord, je m'associe au remerciement du rapport. C'est un rapport de fond et des fois ça fait du bien à l'Assemblée, au Parlement, qu'on ait des dossiers qui aillent vraiment sur le fond et qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Moi, quelques réflexions pêle-mêle qui touchent à plusieurs sujets du rapport. D'abord, une source de satisfaction. J'ai vu que dans votre rapport, vous préconisiez d'exclure de la base de valeur immobilière la résidence principale lorsqu'elle était mise en location. Dans le cadre de l'IFI, que vous proposiez de retirer la valeur du bien immobilier qui était mis en location. Moi je l'ai proposé sous forme d'amendement il y a quelques semaines. Ça a malheureusement été retoqué. Et moi, j'avais rajouté un clic, c'était qu'il fallait que la location se fasse à des conditions encadrées pour que ça bénéficie au logement social. Mais enfin, c'est une bonne proposition. Ensuite, sur d'autres sujets, j'ai quelques sources d'inquiétude et quelques bémols. Sur l'idée de mettre fin à la vente aux enchères, je conçois que la vente aux enchères a tendance à être inflationniste. Néanmoins, pour parler de cas concrets, moi je suis député des Alpes-Maritimes où il y a vraiment un problème de foncier. Les terrains appartenant à ma commune, à la ville d'Antibes, qu'on a mis à la vente sous forme d'enchères, la réalité c'est que ça a permis de financer des équipements publics et d'équilibrer les comptes de la commune. Et que c'est une manière de valoriser le patrimoine des habitants d'une commune. Donc cette dimension-là, il faut aussi la prendre en compte. Deuxième chose sur l'idée phare du rapport, qui est la dissociation du foncier du bâti. C'est quand même une vision très à l'anglo-saxonne du droit de propriété. On retrouve ce qui se fait en Angleterre, à part qu'en Angleterre, c'est une centaine de familles qui sont propriétaires du foncier. Nous, on irait vers une vision à l'anglo-saxonne très française, avec des organismes publics qui maîtriseraient le foncier. Et tout de suite, ça appelle une question, c'est qui paye, qui porte le financement de ces organismes publics qui porteraient le foncier. Deuxième source d'inquiétude, c'est que ça risque d'avoir des incidences sur les garanties et les prêts bancaires qui sont accordés pour ceux qui veulent de l'accession à la propriété. Parce que quand une banque prête, elle regarde si on est propriétaire du foncier et la garantie bancaire, qui des fois est sur du très long terme, est adossée au fait qu'on est propriétaire du terrain. Et donc là, c'est un élément aussi à prendre en compte. Dernier point que j'ai relevé dans le rapport, qui m'interpelle aussi un petit peu, c'est la volonté absolument de construire en hauteur et de surélévation. Moi, le rôle du terrain que j'ai dans ma commune, c'est que nos concitoyens et nos habitants nous demandent de ne pas construire en hauteur. Moi, je me bagarre chez moi dans ma commune pour expliquer qu'on veut faire du R+4, du R+5, et au contraire, tout ce qui est concertation avec la population nous ramène à aller vers du R+1, R+2, voire du pavillonnaire. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte, de ne pas sortir des lois qui soient complètement déconnectées de la volonté et des besoins de nos concitoyens. Voilà, merci. Richard Liogier. Merci, Monsieur le Président. Merci à notre collègue Laglaise, qui d'ailleurs avait déjà été très actif sur la loi Elan et qui est un bon connaisseur de toutes ces questions. Je voulais rappeler quand même que dans la loi Elan, la question du foncier était présente, par les GOU et les PPA, mais c'est vrai que ça concernait essentiellement, je dirais, les grandes emprises foncières. Donc là, vous avez complété avec un rapport vraiment très intéressant, avec plein de propositions. Je voulais rappeler aussi d'ailleurs que les autorisations de surélèvement existent aussi dans la loi Elan, de la même manière que le fait de permettre aussi des dispenses de taxes sur la plus-value lorsqu'on vend à un organisme social. Donc il y avait un certain nombre de choses. Sur la question de la dépollution, alors moi je voudrais dire vraiment l'importance des établissements publics fonciers qu'on avait pu voir d'ailleurs dans la loi Elan lors des discussions qu'on avait eues avec ces établissements. Je ne crois pas qu'il y ait de problème particulier avec eux d'un point de vue financier, dans la mesure où leur assise, en tout cas les établissements publics fonciers créés, notamment, il faut lui rendre hommage à Jacques Chérec, son père, qui avait été le premier créateur en Lorraine de ces établissements publics, sont alimentés par une taxe et les collectivités, lorsqu'ils portent le foncier, rachètent le foncier, et donc ils ont des ressources qui sont inépuisables. Ils ont effectivement des compétences en matière de dépollution. Je crois que vous avez raison de le rappeler. Je vais aller très vite. Je crois que c'est vraiment un outil essentiel et j'ai même envie qu'on le généralise de manière vraiment systématique. Je crois que c'est ce que vous proposez dans l'ensemble du territoire. Pour ce qui concerne, parce que bon, je pourrais évidemment être intarissable sur ce très bon rapport,
La question de l'évaluation des services de l'État, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que ce n'est pas possible de réformer, ne serait-ce que parce que les services des domaines défendent d'une certaine manière l'État. Et donc, ils ont tendance à surévaluer un petit peu, ou en tout cas à évaluer assez fortement les emprises foncières pour que l'État récupère le maximum d'argent. On sait aussi que c'est un mécanisme, et donc je suis complètement favorable à ce que vous avez proposé. Il faut rappeler aussi qu'on peut, les collectivités peuvent acheter à un prix inférieur au prix des domaines. On peut aller jusqu'à 30%. Donc il y a aussi des possibilités à l'intérieur de cette situation. Mais en tout cas, le recours à une évaluation extérieure me semble important. Et ensuite, alors, Enfin. moi, je pense être... c'est terminé. Non, mais allez-y, finissez. Mais... Je pense qu'il faut éventuellement travailler aussi sur des clauses de retour à meilleure fortune. Je suis assez favorable au fait que l'État cède, notamment sur les friches militaires, ces friches à l'euro symbolique, et que ensuite les collectivités qui rachètent aient la possibilité de payer finalement d'une certaine manière, de manière différée, grâce à une clause de retour à meilleure fortune. Merci, Pascal Boyer. Merci, Monsieur le Président. Les zones tendues sont bien entendu principalement dans les zones de métropole, mais des zones tendues sont aussi présentes sur les territoires ruraux. Et je pense notamment aux zones touristiques littorales et montagnardes. Les zones touristiques ont un coût souvent très élevé, un coût du foncier souvent très élevé, ce qui pose un problème non seulement aux habitants de ces parties du territoire, mais aussi aux saisonniers qui viennent travailler durant quelques mois et qui ont de grosses difficultés pour se loger au plus près de leur lieu de travail. Ce qui est impératif vu les amplitudes horaires qui leur sont demandées tout au long de leur activité saisonnière. Les PLF et les PDF ont alors toute leur utilité, et ça serait bien de rendre obligatoires les observatoires du foncier dans ces zones tendues. Et ça ne pourrait être que bénéfique que pour les personnes qui doivent se loger dans ces zones, c'est-à-dire les saisonniers, mais aussi les habitants de ces zones rurales et ultra-rurales. Merci. Thibault Bazin. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais arriver à des questions concrètes. Monsieur le rapporteur, quelle est la part de foncier public dans la production de logements ? Les ventes aux enchères pour le foncier public concerneraient aussi les cessions pour les EPF, les EPA d'État, les SEM locales. Est-ce que les créations d'organismes de foncier que vous préconisez ne seraient composées que d'opérateurs publics ou mixtes à majorité publique? Et dans ce cas-là, qui les financerait? Enfin, vous avez surtout étudié l'offre de foncier, avec une pénurie d'offres de foncier. Est-ce que vous avez regardé des propositions en matière de demande de foncier pour faire écho aux réflexions qu'ont portées mes collègues, notamment Éric Pauget, la demande d'un point de vue qualitatif et la demande d'un point de vue quantitatif? Alors, vous voulez préciser visiblement la dernière question? Est-ce que vous voulez bien préciser la question concernant la demande? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Désolé de traiter par le mépris ma question. Mais non, mais ça vous ressemble, c'est pas grave. Très concrètement. C'est pas parce que vous comprenez pas. Allez, on va se calmer. Très concrètement, les opérateurs qui construisent des logements, une fois qu'ils ont le terrain, ils doivent construire des logements. Ce qui les intéresse quand ils doivent les vendre, c'est qu'ils soient sûrs de les vendre. C'est la différence entre un bailleur qui va mettre en location, à la rigueur, un 3 pièces mono-orienté nord, il arrivera peut-être à le louer, mais il aura beaucoup de mal à le vendre. À partir du moment où il le vend, la question c'est qu'est-ce qui est vendable, à quel prix, quel volume, et donc il y a une question de solvabilité, il y a une question de produit recherché avec une adéquation entre le produit et le prix proposé. Et de ça, en découle le prix du foncier. Puisqu'à partir du moment où il est sûr de pouvoir vendre à tel prix tel produit, il peut mettre tel argent sur le foncier. Sinon, il n'achète pas le terrain puisqu'il achète des droits à construire. Et je crois qu'en reprenant à partir de la demande, on peut arriver à une autre approche. La demande en logement. En logement. Ce qui est la meilleure des valorisations sur la plupart des métropoles. Merci Thierry Benoît.
Moi, je voulais, en deuxième intervention, vous remerciant, Monsieur le Président, de nous offrir l'opportunité de le faire, dire mon inquiétude, parce que, vous voyez, les textes se succèdent, et donc je continue de regarder Sylvia Pinel, et l'inquiétude que je veux soulever, parce qu'elle connaît les problématiques du logement, et on en a parlé sous l'ancien quinquennat. Moi, ce que j'observe, c'est que les zones tendues, c'est principalement, je le disais tout à l'heure, dans les métropoles. Et je voudrais savoir ce qui est fait pour répartir le logement sur le territoire. Dans les métropoles, il y a une surpopulation, il y a des problèmes de transport. On va chercher l'eau, je prends en Ille-et-Vilaine, on vient chercher l'eau dans des bassins de vie comme les nôtres, où on exige des périmètres de protection. On gèle l'agriculture, on gèle l'urbanisme, on gèle le développement d'activités économiques et on surdensifie dans la métropole. Question, qu'est-ce qu'on propose pour que ce que j'appelle, moi, la chaudière du logement, elle est rouge dans les zones denses, c'est rouge. Et on remet du charbon pour alimenter, pour faire augmenter la pression. Puisque les aides fiscales, le PTZ et tout le tremblement, enfin bon, tout est fait pour aller là. Question, qu'est-ce que Jean-Luc Laglaise, monsieur le rapporteur, qui avait fait un bon travail, quelle est votre vision et quelles sont vos propositions? Ça m'inquiète au plus haut point, parce qu'on ne s'en sort pas. Moi, je viens d'avoir un projet, je l'ai dit en commission les jours derniers, 500 emplois, on les a mis dans l'arrondissement de Rennes. Et il a été en discussion pendant 3 ans, arrondissement de Fougères-Vitré ou arrondissement de Rennes. On l'a mis à Rennes. Et on continue. Il y a eu les gilets jaunes et rien ne change. Deuxième question, le fonds pour la dépollution, est-ce qu'il concerne uniquement les zones à urbaniser ou est-ce que c'est un fonds qui pourrait concerner notamment dans les zones d'élevage tous les bâtiments qui ont été construits dans les années 80 avec de l'amiante où les propriétaires, les éleveurs qui arrivent à la retraite, eh bien, sont confrontés au problème de dépollution? Merci, vous l'aviez annoncé, la voici, la voilà, à nouveau. Merci, c'est notre ordre. Madame Sylvia Pinel, je ne sais pas quand vous arrangez tous les deux, mais enfin, voilà. On a une Madame longue la ministre, complicité. vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs petites questions à nouveau à notre rapporteur pour préciser un certain nombre de points. Tout à l'heure, quand je posais la question sur le compte-rendu devant les communes, je me posais la question des seuils des communes, parce qu'on peut avoir à l'intérieur d'un même EPCI, et même dans des zones tendues, des communes qui ont la capacité de faire ce travail supplémentaire, et puis des communes beaucoup plus petites, même à l'intérieur d'une zone tendue, monsieur le rapporteur. Et donc c'est pour ça que je considérais, compte tenu des compétences en matière d'urbanisme, que le bon lieu, c'était les EPCI, et que le faire redescendre au niveau communal, pour certains territoires peut-être, le rendre obligatoire, j'avais un doute. Notre collègue Thierry Benoît a à plusieurs reprises évoqué la différenciation et l'expérimentation. Et vous avez vous-même évoqué un certain nombre de points par rapport au dispositif d'investissement locatif dit Pinel. Moi, je ne suis pas, et je veux le redire ici très clairement, je ne suis pas fermée à des évolutions, des améliorations sur le dispositif d'investissement locatif. Ce que je dis simplement, c'est que, par expérience, la question du zonage est une question délicate. Et dans ce que j'ai compris, c'est que vouloir donner la capacité aux maires et aux maires seuls de zoner son territoire me paraît compliqué, parce que vous le savez très bien, dans certains territoires, on vous dira il nous faut du dispositif Pinel, alors qu'il n'y a pas le besoin, l'attention n'est pas là, et derrière c'est quand même de l'argent public, donc attention. Et puis dans d'autres, on voudra, alors qu'il serait utile, on voudra l'éviter pour d'autres raisons. Ce que je dis, c'est que dans des zones touristiques, des zones tendues, il y a des détournements du dispositif, et sur ce point-là, il serait bien que l'État fasse les contrôles qui s'imposent, que l'on puisse travailler à des améliorations ou une possibilité de zoner plus collective, pourquoi pas. Et ça renvoie quand même à ce que je dis depuis quelque temps, c'est que sur le zonage, il faudrait peut-être que le gouvernement, puisque c'est du domaine réglementaire, le revoie, parce qu'on voit bien qu'il y a des évolutions, des tensions dans le marché qui n'existaient pas avant, en 2014, lorsque je l'ai refait, et qui existent aujourd'hui. Merci, Monsieur Di Filippo, pour terminer cette série. Oui, merci. Merci Président, vous faire part, Monsieur le rapporteur, de l'expérience qui est la nôtre dans les territoires ruraux et de ce rapport très délicat qu'on peut avoir au foncier, pas tant sur son prix toujours, mais que sur l'autorisation qu'on peut avoir de développer nos petites communes. C'est-à-dire que vous avez des communes dans la ruralité qui ont besoin de se développer pour retrouver de la jeunesse, pour nos écoles, pour l'attractivité économique, et par contre, administrativement, on bloque
au niveau des organisations administratives, toute possibilité, pas forcément même de construire un lotissement, mais même d'avoir le moindre permis de construire sur une parcelle. Et à côté de ça, on voit des projets, alors qu'on peut tous convenir ici des problématiques que pose la métropolisation actuellement et de ses limites, et des problèmes de fracture et d'équité territoriale. On voit les projets dans les métropoles facilités, accélérés, financés, subventionnés. Et à côté de ça, nous, dans des petites communes, je l'ai lu d'une circonscription qui en compte 261, donc vous imaginez bien le niveau de dispersion. Quand on cherche à retrouver des familles de la jeunesse, eh bien systématiquement c'est bloqué. J'ai reçu un maire l'autre fois, il n'a pas eu en 19 ans, c'est-à-dire 3 mandats, un de 7 ans, 2 de 6 ans, la possibilité d'avoir un seul permis de construire sur sa commune. Lui-même a dû finir par faire construire une maison dans une commune voisine. Donc ça devient relativement ubuesque de bloquer les communes qui ont besoin de retrouver de la démographie dans tous leurs projets, alors que les projets des métropoles, même quand ils sont fort discutables, sont toujours tout à fait facilités. Et je pense, c'est la remarque que je voulais vous soumettre, que cette philosophie-là, aujourd'hui à l'œuvre, je ne dis même pas parmi vous, je dis parmi l'administration, eh bien, elle concourt à renforcer et à exacerber la problématique de fracture territoriale. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre d'abord à Monsieur Adam. Sur les friches industrielles, oui, j'ai effectivement noté cette mission d'information qui est particulièrement intéressante et j'espère qu'elle s'attachera aussi aux friches industrielles et commerciales et administratives dans les zones tendues et notamment dans les centres-villes. Je vais parler d'un lieu que connaît bien Madame Pinel et moi-même. C'est un lieu qui fait 15 hectares en plein centre de Toulouse, entre 2 stations de métro, et qui depuis 14 ans est totalement abandonné c'est une friche industrielle du ministère des Armées, voilà, et qui doit être vendue. Je pense que c'est la prédécesseur de Madame Pinel qui avait signé le contrat de vente, qui n'a pour l'instant jamais été honoré. J'ai moi-même eu le plaisir de choisir l'aménageur du site, qui attend désespérément qu'on veuille bien lui vendre le terrain. Voilà. Donc il y a, et j'espère notamment que dans cette mission d'information et dans le travail que fait Emmanuel Vargon actuellement, ce sujet va être abordé. En ce qui concerne le fonds des réhabilitations des friches, ça serait un fonds d'amorçage et qui permettra de travailler sur 2 plans. Le premier plan, c'est le plan de l'État. L'État est quand même le premier qui dit attention pollueur-payeur, mais c'est le premier qui dit pollueur-payeur sauf moi. Parce que moi je pollue mais je ne paye pas. Comment dire, le nombre d'exemples où vous avez des fonciers d'État pollués, vendus à des collectivités locales, et où le montant de la dépollution est plafonné dans l'acte de vente, alors que dans la réalité elle pourra être de 5, 10, voire 20 fois supérieure, important. Et donc ça, qui le paie? La collectivité locale ou l'aménageur, et donc ça se retrouve dans les prix des logements. Un deuxième exemple, ce sont les territoires qui sont abandonnés. Vous avez donc un industriel qui a mis la clé sous la porte, qui n'existe plus, qui a fondu les plombs, qui a déposé le bilan, et donc vous avez un terrain que personne ne veut reprendre, et donc il faut bien s'en occuper d'une manière ou de l'autre. Donc ce fonds, il a pour objectif de cofinancer, il a surtout un objectif d'accélérer la mutation de ces friches industrielles, notamment dans les zones tendues. Monsieur Pauget, vous appréciez que j'ai proposé de retirer de l'IFI le logement locatif. Oui, tout simplement parce que je pense qu'investir dans le logement locatif, c'est investir dans de la production, c'est investir dans un acte de construire qui génère des taxes, qui génère des emplois, donc c'est totalement productif. Donc à mon sens, ça doit être retiré de l'IFI. Mais c'est une proposition que je fais, je ne sais pas si elle sera acceptée, mais en tout cas, comme en général j'écris ce que je pense, et comme je le pense, je l'ai écrit. Vous me disiez que pour vous, la vente aux enchères était une manière de valoriser le patrimoine. Oui, tel qu'on peut vous suivre, mais jusqu'où? Quelle est la limite entre valoriser le patrimoine et faire en sorte de perdre tous les habitants des classes moyennes de votre ville?
Et est-ce que c'est vraiment de la vente aux enchères des terrains de la commune qui est censé être la source de financement principal de vos projets? Donc tout ça, c'est des questions que l'élu local doit se poser. Mais quand l'élu local vend aux enchères et qu'il en retire 3 fois le prix qui était initialement estimé, c'est qu'il y a quand même une distorsion. On n'est pas dans une vente normale, ni dans une valorisation normale. En ce qui concerne la dissociation entre le foncier et le bâti, vous me disiez qui porte le financement. Donc la dissociation du foncier et du bâti en dehors des OFS sont des OFS, organismes fonciers libres, que je souhaite à capitaux essentiellement publics. Donc ça peut être une SEM. Le tour de table public peut contenir bien sûr la métropole, la commune, éventuellement le département, mais peut accueillir également, et on a en auditionnant ces jours-ci la fédération des EPF et la fédération des EPFL, ils nous disent qu'ils souhaiteraient participer au tour de table aussi pour en faire partie. Ce sont des publics et pourquoi pas. En tout cas, comment ils vont se financer? Ils vont se financer par des crédits, et ils vont se financer et ils vont rembourser les crédits par les redevances qui sont versées par les personnes qui contractent le bail réel libre, comme le modèle des OFS. Voilà, c'est exactement le même. Sauf que ce sont des crédits qui sont sur des durées très longues, 40 à 80 ans, voire 99. Et donc, le financier des OFS fonctionne également pour les OFL. Vous me parliez de garantie bancaire. Et donc, vous évoquez le sujet principal de problématique des OFS aujourd'hui, qui arrivent peu à trouver des organismes financiers, parce que c'est un modèle qui n'est pas largement répandu. Et donc, ils sont, eux, très intéressés à ce que l'on élargisse ce modèle pour que justement ça tombe dans le langage commun et que les banques commencent à s'intéresser à ces modalités. En ce qui concerne les garanties que prennent une banque, elles ne prennent pas systématiquement des hypothèques. Il y a également des organismes de caution solidaire, notamment pour les salariés, qui fonctionnent de cette manière-là. Le jour où vous allez dissocier le foncier et le terrain de la valeur globale du bien, les banques qui devront prêter à celui qui veut accéder à la propriété de son logement, ça sera beaucoup plus compliqué. C'est déjà compliqué actuellement, elles mettent ceinture et bretelles. Le jour où vous enlevez la valeur du terrain qui a une valeur sur du très long terme, vous allez voir que le système bancaire globalement va être beaucoup plus frileux que ce qu'il est encore maintenant. Et parce qu'elles auront déjà accordé des garanties à l'organisme qui porte le foncier. Et quelque part, il y a un vrai risque là à terme. J'entends votre crainte, mais ça existe déjà dans de nombreux pays, notamment des pays de banquiers, qui sont les pays anglo-saxons, qui le font, puisque la plupart des centres-villes de Lyon, d'Amsterdam et autres sont sous cette forme-là. Et ça se fait aussi déjà en France, ça se fait à Lyon. Les hospices civils de Lyon le font déjà, sans le dire. Sans en faire beaucoup de publicité, mais la dissociation du foncier et du bâti se fait. Et on peut financer sur une durée de bail. Ce que je propose, c'est un bail qui est rechargeable, donc avec une durée très longue. Comme le bail rechargeable n'existe pas aujourd'hui dans le droit français, pas encore, peut-être qu'à la fin du mois il existera, ils le font avec un bail classique. Et donc un bail qui peut être sur 50 ou sur 80 ans. Et donc la banque fait son calcul, et son calcul de risque sur ces 40 ou 80 ans. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Ça peut surprendre, mais ça existait déjà. Quand vous me parlez de la volonté ou les besoins des concitoyens qui demandent de ne pas construire en hauteur, oui, bien sûr, on peut entendre. Mais après, c'est l'élu local qui choisit qui souhaite dans sa population. Quand on voit qu'un certain nombre de villes, et certainement que la vôtre en fait partie, ne peut accueillir que la frange la plus riche de notre population, ou la frange qui peut bénéficier des logements sociaux si vous en avez, et que tous les autres sont exclus des zones tendues, vont à 10 km, vont à 15 km, achètent un véhicule, voire 2 véhicules, souvent diesel, et deviennent particulièrement sensibles à tout ce qui est taxes, et la moindre augmentation, ils enfilent des gilets jaunes. Donc c'est un choix de société que l'on fait aussi. Est-ce qu'on veut que tous les habitants
avec tous les types de revenus, puissent habiter dans nos zones tendues, ou est-ce qu'on ne veut pas s'embêter et est-ce qu'on veut respecter la volonté des concitoyens qui demandent qu'on ne construise pas en hauteur. En tout cas, c'est les concitoyens qui habitent déjà là. Hein, les nouveaux, ceux qui voudraient bien y habiter, ils accepteraient d'habiter en R+3 ou en R+4. Monsieur Lioger, on a parlé de fiscalité, vous me parlez de fiscalité sur la plus-value. Je propose un certain nombre de changements sur la fiscalité sur la plus-value. Je propose notamment on arrête la fiscalité actuelle qui va à l'inverse de la libération du foncier. La fiscalité actuelle dit « surtout ne vendez pas, vous serez exonéré de plus-value si vous gardez votre terrain pendant 30 ans ». Donc ça va vraiment à l'inverse de la libération du foncier. Donc je propose qu'on arrête cet abattement pour durée des détentions, mais par contre qu'on calcule une vraie plus-value. Parce qu'aujourd'hui, ce que masque cet abattement pour durée des détentions, c'est que la plus-value est mal calculée. Elle est calculée à partir du prix d'origine. Vous avez acheté un terrain il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous l'avez acheté pas bien cher. Mais aujourd'hui, l'administration fiscale ne réévalue pas avec l'inflation. Combien il vaudrait aujourd'hui ce terrain juste avec l'inflation? Et la plus-value, c'est quoi? C'est le prix d'achat réévalué aujourd'hui par rapport au prix de vente. Ça, c'est la vraie plus-value. Et donc, c'est celle-là qu'il faut taxer, pas l'immense plus-value qui est taxée aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est ce que je souhaiterais faire. Et je souhaiterais également, pour que ça soit bien clair, dans l'esprit de tout le monde, que la plus-value immobilière soit taxée de la même manière que la plus-value mobilière. Quand on vend une action ou une obligation, on est taxé avec une flat tax à 30%. Quand on vend un terrain, on est taxé à une flat tax à 30%. Voilà. Ça soit lisible, ça soit la même chose. Donc une baisse légère, mais une baisse quand même. Vous avez parlé également de vente à l'euro symbolique avec clause de retour à meilleure fortune. C'est effectivement une idée qu'il faut mettre en place, en tout cas développer. Alors peut-être pas à l'euro symbolique, on peut vendre à un prix, on va dire un prix faible. Et effectivement, si le programme qui construit dessus permet de générer un certain nombre d'éléments supplémentaires, de plus-value, effectivement, que le vendeur, quand c'est l'État, puisse, ou même quand c'est un privé, puisse, ou quand c'est une collectivité locale, puisse en bénéficier. Madame Boyer, vous me dites que les zones tendues, il y en a également en montagne et dans le littoral. Oui, tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Les zones tendues, ce sont toutes les zones où la demande en logement est plus importante que l'offre. Alors, il y a bien sûr la région parisienne, Paris, la région parisienne, toutes les métropoles, mais également toutes les stations touristiques du littoral et de la montagne, et les outre-mer, qui sont effectivement des zones tendues. Monsieur Bazin, la part de foncier public qui est vendue aux enchères est effectivement extrêmement faible. Ça représente 6 à 9% des ventes en France. Ceci étant, quand ces ventes aux enchères ont lieu dans les zones tendues, c'est là où ça fait mal. C'est là où les prix génèrent une spirale infernale de l'augmentation du foncier. Donc c'est pas parce qu'elle représente moins de 10% des ventes qu'il ne faut pas le traiter la question. Quand dans un quartier, vous avez une commune qui vend un terrain à 3 fois le prix, même le prix prévu par les domaines, ça veut dire que tout autour, tous les terrains, toutes les maisons sont augmentés par 3. Il y a un effet cliquet. Et donc, de quartier en quartier, c'est ça qu'il faut limiter. Donc même si ça représente peu, psychologiquement, ça représente beaucoup et ça a une influence énorme après sur toutes les ventes privées. En ce qui concerne la composition des OFL, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc pour moi ce sont à capitaux majoritairement publics. Et vous aviez une question autour de la demande en logement que vous voulez bien me rappeler? C'est celle-là que je n'avais pas compris. Non, c'est moi qui n'ai pas compris. Non, c'est...
C'est parti, je veux bien. Je- la- la- Vous avez vu la fête? Et voilà. Pour commencer. on a peu d'offres et une demande très importante en logement. Mais cette demande en logement, il faut qu'on puisse la qualifier. Ils ne sont pas prêts à acheter, et on le voit bien d'ailleurs, vous avez évoqué à un moment la question des petits logements. Pourquoi on en est arrivé à d'aussi peu de grands logements? Et les logements, même en typologie de 2 pièces ou de 3 pièces, leur surface a diminué considérablement. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs enveloppes de financement se sont diminuées. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a eu aussi un phénomène, pour ceux qui voulaient acheter un logement pour le mettre en location, de prise de risque. Plus le logement est grand, plus c'était risqué sur des enveloppes de loyer. Donc on a le même phénomène locataire-acquéreur. Et si on travaille cette question de quelle est cette demande, quelle est la solvabilité, on peut peut-être avoir un impact sur l'offre. Mais ça demande une réflexion globale. D'où ma question, est-ce que vous avez réfléchi à des orientations sur la question de la demande? Je comprends bien la question. Aujourd'hui, l'adaptation entre l'offre et la demande ne se fait pas. En tout cas, il n'y a pas de lieu où elle se fait. Il y a d'un côté les élus locaux qui souhaitent ou qui expriment des désirs de voir des familles revenir et donc qui expriment dans leur PLH le type de logement qu'ils aimeraient voir construit. Et à côté, il y a la réalité, il y a les promoteurs qui construisent et qui construisent eux aussi en fonction de ce qu'ils peuvent vendre au mètre carré. Sachant que dans un immeuble, vous avez un certain nombre, entre 25 et 35% de logements sociaux, vous avez des accessions sociales, des logements intermédiaires, et donc il reste du logement libre, et ils se disent, bah, tiens, je vais pouvoir le vendre à tant le mètre carré, et de toute façon, comme il y a les défiscalisations Pinel, ça partira, je vais faire des logements plus petits, ça sera plus facile. Monsieur Bazin n'a pas sa réponse. On peut en discuter ensemble, on se voit demain matin. Ça vous va, monsieur Bazin? Parce que là, on a un rendez-vous demain matin. Qu'on puisse répondre aux autres questions. Je finis, monsieur. Monsieur Benoît. Monsieur Benoît parle de répartir le logement sur tout le territoire. Oui, bien évidemment, il faudrait répartir le logement sur tout le territoire. Mais il y a des territoires où il y a des logements vacants. Combien y a-t-il de logements sociaux vacants dans les zones détendues? Il y en a énormément. Combien il y a de logements construits vides dans les zones détendues? Il y en a beaucoup. Alors, est-ce que c'est dans ces endroits-là qu'il faut construire? Pas obligatoirement. Ce n'est pas le logement qu'il faut amener dans les zones détendues. C'est l'emploi, c'est les activités, c'est la fibre, c'est tout un tas de choses comme ça. C'est une fois que l'emploi est sur place que on va donner envie aux gens d'y habiter. Vous me parlez des gilets jaunes, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Donc le phénomène gilets jaunes, c'est juste l'exclusion des Français moyens enfin, c'est pas juste, mais c'est notamment l'exclusion des Français moyens des zones tendues. On les oblige à aller habiter beaucoup plus loin. Et en les obligeant à habiter beaucoup plus loin, il y a une fausse idée que ça va coûter moins cher. Mais comme le coût de transport coûte énormément cher, ça finit par coûter quasiment aussi cher que s'il résidait en zone tendue. En ce qui concerne les fonds de dépollution, j'en ai parlé tout à l'heure, donc à qui ils étaient destinés. Madame Pinel, vous me dites que, en ce qui concerne le compte-rendu que je propose sur les communes, le bon niveau, c'est le PCI. J'aurais tendance à dire que le bon niveau, c'est le niveau qui prend la décision du permis de construire. Au travers de cette mesure, je voudrais faire toucher du doigt aux maires, en général, qu'ils ne délivrent des permis de construire dans 80% des cas en France qu'à hauteur de 60% du PLU. Et donc, ça fait un nombre de mètres carrés et un nombre de logements gâchés, non construits, extrêmement important. Donc,
Bien évidemment qu'il faut le faire au niveau de l'EPCI au titre de la consolidation, mais c'est le maire qui a le pouvoir de signer le permis de construire. C'est lui qui dit baissez-moi d'un étage, de 2 étages, 3 étages. Donc je souhaite qu'il y ait cette prise de conscience dès le niveau communal, même si je pense qu'il faut effectivement le consolider. En ce qui concerne l'évolution du très beau dispositif Pinel, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait plus de contrôle, parce qu'il y a des endroits où il y a des effets d'aubaine, mais il n'y en a pas tant que ça. L'effet du Pinel en termes d'augmentation foncière, ce n'est pas les éléments dont on parlait tout à l'heure, c'est plus le promoteur qui dit je vais écouler ma zone libre, enfin, en tout cas mes logements libres, avec ce dispositif de défiscalisation. De toute façon, je trouverai toujours quelqu'un pour me l'acheter. Et puis si c'est trop cher, de toute façon, je vais faire des logements plus petits. Comme ça rentrera dans le dispositif de défiscalisation. Puisqu'en moyenne, les investisseurs ont 180 000 euros en moyenne. Donc, ils adaptent la surface en fonction du prix. Voilà. En ce qui concerne l'amélioration du dispositif, je propose quelques pistes dont on pourra discuter ensemble dans le rapport, notamment de plafonner différemment le montant défiscalisable selon que l'on soit à Paris ou en province. Je propose également d'augmenter le dispositif de défiscalisation pour les logements plus grands, c'est-à-dire dès qu'on dépasse 45 mètres carrés, je propose que le taux de défiscalisation passe de 2 à 2,5%. Enfin, voilà, il y a ce genre d'éléments qui vont dans le sens, je pense, de ce que vous pensez. Alors, et en ce qui concerne l'aspect du zonage, le ministre a annoncé qu'effectivement, il envisageait de ne plus faire quelque chose centralisé au niveau de son ministère, mais de le délocaliser région par région. Donc c'est quelque chose à suivre. Voilà. Quant à M. De Filippo, et qui nous explique la fracture territoriale entre les zones tendues et détendues, on ne peut que partager son inquiétude sur cette fracture territoriale. Je sais que M. Bazin veut à nouveau intervenir. Une petite attention que je vous autorise à faire. Ensuite, je vous engage fortement à échanger avec M. Laglaise, dont je suis sûr que vous avez l'adresse. Allez-y. On ne peut pas, alors qu'on a fait des débats la semaine dernière sur la cohésion des territoires, Sylvia Pinel était là, on ne peut pas ne pas envisager cette question du foncier sans poser la question de l'égalité des chances, à la fois socialement et territorialement. Et ce qu'a souligné mon collègue Di Filippo mérite un peu plus de développement, à mon avis, monsieur le rapporteur, notamment en vue de la réflexion que vous menez, parce que dans un certain nombre de villages dans nos territoires, il y a parfois un seul projet de maison dans un village de 100 logements sur l'espace d'un mandat. Et ils n'ont pas forcément payé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros un document d'urbanisme. Et on leur dit, écoutez, tant que vous n'avez pas fait de document d'urbanisme, circulez. Alors certains tentent ce qu'on connaît par les CDPNAF. Et la réponse dans les CDPNAF, c'est en gros, souvent, voire quasiment toujours, une réponse négative, y compris quand on est sur une friche où par exemple on avait des silos, qu'on a enlevé les silos, donc on ne va pas prendre du terrain agricole, on ne va pas prendre du terrain naturel, on est avec des réseaux qui passent à proximité et c'est toujours niette. Et je peux vous dire que le sentiment pour les élus, pour le porteur de projet, c'est le sentiment qu'il y a des villages qui ne sont pas traités à la même enseigne, alors qu'on pourrait trouver peut-être des solutions d'adaptation. Je trouve que ça fait bien écho à la philosophie qui pouvait avoir lieu sur engagement et proximité, mais que vous pourriez porter aussi dans votre proposition, de manière à apporter aussi une adaptation et donner des chances pour ces territoires ruraux qui ont besoin aussi d'avoir un avenir. Je partage à titre personnel complètement ce que vous dites. Néanmoins, la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre porte sur la lutte contre la spéculation foncière dans les zones tendues. Donc là, on est quand même à la marge. Et c'est vrai qu'il y a des milliers de sujets que le logement, que l'artificialisation des sols agricoles, qui pourraient être traités, mais qui ne sont pas traités ici, parce que le sujet de cet après-midi, c'est la lutte contre la spéculation foncière dans les zones tendues. Mais ceci étant, je partage, et j'ai dans ma circonscription des communes qui vivent la même chose. Merci, monsieur le rapporteur, pour un rapport complet. Je pense une réponse
exhaustive à l'ensemble des questions, et puis un travail qui ne fait que commencer, qui se poursuivra la semaine prochaine avec l'examen de votre PPL. Merci à tous et à toutes, et bonne fin d'après-midi.